Parfait. Bon, bah, écoutez, bienvenue à tous. Alors, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous faire une présentation très rapide. Donc déjà, merci à toutes et à tous de vous être inscrits pour ce webinaire. Donc, nous sommes l'agence EVP, nous sommes un organisme de formation pour les kinés et les médecins. Et donc, l'agence EVP, c'est pour Evidence-Based Practice, une pratique basée sur les preuves. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On invite les meilleurs cliniciens-chercheurs dans leur spécialité à vous faire des formations en présentiel ou en e-learning. Ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Angela Cadogan, que vous avez peut-être déjà croisée par cette publication, ou en conférence. L'année dernière, on l'a fait venir au Paris Shoulder Summit, la conférence qu'on a organisée. Angela est une spécialiste de l'épaule. Elle est l'une des rares physios, c'est-à-dire kinésithérapeutes, qui a le poste de consultante en Nouvelle-Zélande. Elle s'est notamment distinguée par la publication d'une thèse sur le diagnostic de l'épaule. Elle a plusieurs articles publiés dans des revues à très haut impact factor. Elle a publié vraiment une thèse qui a marqué le diagnostic clinique au niveau de l'épaule. Et c'est ce dont elle va vous parler ce soir. La personne qui aura le travail le plus difficile parmi nous ce soir, c'est Nolwenn, qui va traduire ce que va dire Angela. On a traduit les slides en français, comme ça vous aurez donc la présentation en français, mais Nolwenn va répéter ce que va dire Angela. Pour ceux qui ne savent pas, tous nos cours sont faits comme ça à l'agence, lorsqu'on donne des présentations en présentiel, des formations en présentiel. Pourquoi? Parce qu'on veut démocratiser au maximum la pratique basée sur les preuves, qui est issue de l'anglais, puisque la recherche se publie en anglais, et puisqu'on veut donner accès au maximum de personnes à ces connaissances-là, on le traduit en français pour vous. Donc merci Nolwenn, merci pour cette soirée. Ça va durer à peu près 1h15, 1h30, je pense, la présentation d'Angela. Vous pourrez poser 2 questions à la fin de la première présentation qui sera sur la coiffe, et on aura toutes les questions à la fin du webinaire. Donc si vous voulez poser vos questions, il faudra bien rester jusqu'à la fin. Vous aurez le replay que je tâcherai de vous envoyer demain par email. Donc rassurez-vous, si vous êtes inscrit, si vous êtes présent là, vous aurez le replay dès demain par email. J'espère que j'aurai le temps d'uploader la vidéo. Donc voilà. Et j'aurai le plaisir de vous envoyer une surprise vendredi. Donc voilà, une petite surprise que je vous enverrai par mail pour agrémenter et illustrer ce que Angela va vous présenter ce soir. Donc voilà, je vous remercie encore de vous être inscrit à ce webinaire. Je serai attentif à vos commentaires en ligne. N'hésitez pas à nous dire si vous avez un problème de son ou d'image. Et puis maintenant, c'est au tour de Angela et de Nolwenn de faire cette soirée. Merci à vous, merci mesdames. Très bonne soirée à tous. Angela, it's your turn. Thank you so much for having accepted this webinar with us. And now it's on. Thank you, Flavio. Thank you, Nolan, also for translating. My pleasure. And thank you to everyone from around the world for joining in this webinar. Merci à tous à travers le monde de nous rejoindre pour ce webinaire. There are a lot of people joining tonight, so hopefully I can deliver a good webinar for you all. Donc, comme il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent ce soir, elle espère vraiment vous présenter un webinaire de bonne qualité. And I understand that the COVID situation is not very good in France, so I'm thinking of you all around the world. We are very lucky in New Zealand, and I just hope you are all well. Donc, elle sait que la situation du Covid en France n'est pas très bonne, donc elle pense vraiment à vous tous. Ils sont chanceux en Nouvelle-Zélande avec une situation bien meilleure que la nôtre et elle espère que vous allez tous bien. As Flavio mentioned, I'm a specialist physiotherapist and my specialty area is the diagnosis of shoulder pain. Donc, comme Flavio l'a dit, elle est kiné spécialisée et sa spécialisation, c'est le diagnostic des douleurs d'épaule. And I'm based in Christchurch in New Zealand, and I see patients in my own private practice
and I also run e-learning courses for physiotherapists. Donc, elle est à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et donc elle voit des patients dans son cabinet et elle donne aussi des formations en e-learning à travers le monde. So my two case studies tonight will focus on the diagnosis of shoulder pain, particularly around the rotator cuff and the AC joint. Et donc, la présentation de ce soir va se concentrer sur le diagnostic d'une douleur d'épaule, en particulier en lien avec la coiffe des rotateurs et en lien avec l'articulation acromioclaviculaire. And these two case studies are practical examples of material that I cover in my e-learning courses with the Agence EBP. Et donc, les deux études de cas qu'elle va vous présenter sont un bon exemple en fait de ce qui est présent dans son e-learning qu'elle a fait pour l'agence EBP. Before I start the case studies, I'd like to just talk for a few minutes about diagnosis and why it's important. Donc, avant qu'elle commence à vous présenter les études de cas, elle voudrait vous parler un petit peu du diagnostic et en quoi c'est quelque chose d'important. In New Zealand and in many other countries around the world, physiotherapists are now becoming more direct access for patients with shoulder pain. Donc, en Nouvelle-Zélande et dans beaucoup de pays maintenant à travers le monde, les kinés sont de plus en plus en accès direct pour des patients qui présentent des douleurs d'épaule. And I think I'm correct in saying that I believe France is wanting to move in that direction also. Donc, elle pense ne pas se tromper en disant que la France est dans ce mouvement pour aller dans cette direction également. And when we have direct access rights, it's very important that we are able to screen patients to make sure that we are not treating patients who need to be referred elsewhere. Et quand on a cet accès direct, c'est important de bien évaluer nos patients pour savoir si on n'est pas en train de traiter un patient qui devrait au contraire être référé à un autre spécialiste. When patients present to us, and especially in the direct access environment, they present with symptoms usually of pain. Donc, quand les patients nous sont adressés, en particulier dans le cas d'un accès direct, ils arrivent avec des symptômes et un des symptômes prévalents est la douleur. And pain can be caused by a large number of conditions, ranging from serious conditions like cancer through to mild conditions like a mild shoulder bursitis. Et la douleur, c'est un symptôme qui peut être produit par énormément de pathologies, allant de pathologies très graves comme le cancer à des pathologies beaucoup moins graves comme des douleurs simples au niveau de l'épaule. So it's really important, especially when the patient has not had previous medical assessment, that we can identify those patients whose symptoms may be related more to a medical condition or a condition that is not the shoulder. Donc, c'est très important, en particulier lorsque le patient arrive et qu'il n'a pas été vu par un médecin, de pouvoir identifier si la douleur vient, vient ou non d'une pathologie plus sérieuse. Okay. So I'm just going to start my presentation now. Just give me one moment to what's this? Okay. Now, I hope you can all see my slides. Can Olwen, is that coming through okay? No, we can't see your slides. Great. I need to share my screen. Yeah. Yeah, that's perfect. Now? Okay. Yeah, no, it's good. So this is one slide that if you have handouts, this slide won't be in your handouts, but I will explain it now. Donc ça, c'est une diapo qui, si vous avez un des manuels, ne se trouverait pas dans votre manuel, mais du coup, elle va vous l'expliquer un petit peu maintenant. Okay. So this slide is to show you the different types of diagnoses that we might see in clinical practice. Donc là, cette diapo, c'est pour vous montrer les différents types de diagnostics qu'on peut voir en pratique clinique. I apologize, we didn't have time to translate this one.
Donc, elle s'excuse de ne pas avoir eu le temps de traduire cette diapo. But the main categories of symptoms or conditions that we see are on this slide. Mais les catégories principales de symptômes ou de pathologies sont présentes dans ce diapo. So first, we need to screen patients to make sure they don't have signs or symptoms of serious medical conditions like infections and cancers and other medical conditions. Donc d'abord, on doit évaluer le patient pour savoir s'il n'a pas une pathologie médicale grave, comme le cancer, une infection ou d'autres pathologies qui sont mentionnées. After we've screened for medical conditions, we then need to know, does the patient have a specific shoulder condition that might need specific treatment, for example, surgery? Une fois qu'on a éliminé une pathologie grave, on doit savoir si le patient présente une pathologie spécifique de l'épaule qui nécessiterait un traitement particulier, comme par exemple la chirurgie. Some examples for those conditions are fractures, dislocations, soft tissue ruptures, and arthritis. Quelques exemples de pathologies sont la fracture, la luxation de l'épaule, des ruptures de tissu, l'arthrose. After we've screened for the medical conditions and the pathoanatomic diagnoses, we then have patients with groups of symptoms that might be common to a number of conditions. Donc, une fois qu'on a éliminé donc, une pathologie grave, qu'on a éliminé un diagnostic particulier, anatomique particulier, on a ensuite des patients qui présentent un groupe, qui peuvent présenter un groupe de symptômes qui correspondent donc à un syndrome particulier. And in a very small group of patients, patients that have persistent or chronic pain. Et ensuite, pour un petit nombre de patients, nous avons des patients qui présentent des douleurs persistantes ou chroniques. So the focus of my 2 case studies tonight will be around making sure we don't miss patients who have a specific pathoanatomic diagnosis that might need referral for either imaging or surgical evaluation. Donc, le but de la présentation de ces 2 études de cas ce soir, ça va être de vous montrer l'importance de ne pas passer à côté de patients qui présentent un diagnostic patho-anatomique particulier qui nécessiterait d'être référés soit pour une imagerie ou pour un traitement comme la chirurgie. Okay, so some of you may have seen my presentation at the Paris Shoulder Summit. Donc, certains d'entre vous étaient peut-être là au Paris Shoulder Summit l'année dernière, il y a 2 ans. And the way that we can classify shoulder conditions is very simple. And this is the focus of my e-learning courses. Donc, on peut classifier en fait les problèmes d'épaule de façon très simple. Et ça, c'est vraiment le sujet de son e-learning. First, we decide if the patient has a stiff shoulder. Donc, d'abord, on voit si le patient a une épaule raide. Sorry, unstable shoulder. Non, une épaule instable plutôt. So first, have there been a history of instability of the shoulder? Donc, est-ce qu'il y a une histoire d'instabilité au niveau de l'épaule? Then, do they have a stiff shoulder? Ensuite, est-ce qu'ils ont une épaule raide? And if they don't have an unstable shoulder or a stiff shoulder, we are then left with the 2 main groups of shoulder pain, the rotator cuff and the AC joint. Et donc ensuite, si la personne n'a ni une épaule instable ni une épaule raide, on arrive sur les 2 groupes principaux de douleurs d'épaule, qui sont les douleurs liées à la coiffe des rotateurs et les douleurs liées à l'articulation acromioclaviculaire. So the first point I'd like you to take from tonight's talk is, in order to make a diagnosis of rotator cuff pain or AC joint pain, you first need to exclude an unstable shoulder or a stiff shoulder. Donc la première chose qu'elle voudrait que vous reteniez de ce webinaire ce soir,
c'est que pour faire un diagnostic de douleur liée à la coiffe des rotateurs ou de douleur liée à l'articulation acromioclaviculaire, vous devez d'abord éliminer le fait qu'il n'y ait donc pas d'épaule instable ni d'épaule raide. Okay. So when we look at the rotator cuff pain category, we first need to exclude an unstable shoulder and ensure that they have full passive range of motion. Donc, quand on regarde la catégorie donc, des douleurs liées à la coiffe des rotateurs, on doit d'abord éliminer le fait donc, qu'il n'y ait pas d'épaule instable et on doit vérifier qu'il y ait des amplitudes de mouvement complets. Then the key tests that will help you make the diagnosis of rotator cuff pain are pain and variable weakness with resisted rotator cuff tests. Et ensuite, les tests qui vont vous permettre de faire le diagnostic de douleur liée à la coiffe des rotateurs, ce sont des tests et de la douleur et une faiblesse musculaire variable lors des tests de mouvement résisté. And in these pictures, you can see me assessing passive range of motion in this patient. Donc là, sur la photo, vous la voyez en train d'évaluer l'amplitude passive chez ce patient. And resisted external rotation in this picture. Et sur la photo de droite, la rotation externe contre résistance. Okay. Now, the causes of rotator cuff pain can be categorized as either traumatic or atraumatic. Donc, les causes de douleur liées à la coiffe des rotateurs peuvent être classifiées en soit cause traumatique ou cause non traumatique. If there is trauma and rotator cuff pain, it is possible the patient may have a fracture of the greater tuberosity or an acute rupture of the rotator cuff. Donc, s'il y a eu un traumatisme au niveau de l'épaule, c'est possible que le patient ait une fracture de la tubérosité ou bien une déchirure aiguë de la coiffe des rotateurs. And some of the non-traumatic causes are a degenerative tear of the rotator cuff and a massive or inoperable tear of the rotator cuff or calcific tendinopathy. Donc, les causes non traumatiques de ces douleurs peuvent être donc soit une déchirure importante de la coiffe des rotateurs ou une déchirure non opérable de la coiffe des rotateurs ou bien une tendinopathie calcifiante. It's important that we can differentiate between these conditions because the fractures and the acute rotator cuff tears may need orthopedic management. Donc, c'est important de faire la différence dans ces causes de douleur parce que une fracture de la tubérosité ou une déchirure aiguë de la coiffe des rotateurs peuvent nécessiter une chirurgie. Okay. So in the case study I'm going to show you, this will give you an example of how we can differentiate between these two groups. Et donc, dans l'étude de cas qu'elle va vous montrer, ça va vous permettre de voir comment on fait la différence entre ces deux groupes. I'm just going to skip through this slide here. All right, now this is a patient who I saw about 2 years ago. Donc ça, c'est un patient qu'elle a vu il y a à peu près 2 ans. I'll summarize his history for you. Elle va vous résumer son histoire. He is a 60-year-old male. He crashed his mountain bike 1 year ago, hurt his right shoulder, and he's not improving despite a lot of physiotherapy treatment. Donc, c'est un homme de 60 ans qui est tombé à vélo il y a 1 an, qui s'est fait mal du coup à l'épaule droite en tombant dessus et qui ne s'améliore pas malgré le fait d'avoir fait beaucoup de kiné. He's a very active man and he enjoys mountain biking, skiing, swimming and hiking. C'est quelqu'un de très actif qui fait du VTT, du ski, de la natation et du vélo. Right. This is his pain drawing and he indicates pain primarily in the anterior and lateral region of the shoulder. Donc ça, c'est la localisation de sa douleur qu'il a d'abord localisée devant et sur le côté au niveau latéral de l'épaule. And his pain is 0 out of 10 at times
and 5 out of 10 at worst. Et donc, il code sa douleur au mieux à 0 sur 10 et au pire à 5 sur 10. Now, I won't play this video. This is him just describing his symptoms, but I will summarize them for you. Donc, elle ne va pas vous montrer la vidéo. Il parle de ses symptômes. Elle va juste vous le résumer. So when I questioned him about his symptoms, he told me he had no instability. He did not dislocate his shoulder. Donc, quand il lui a parlé de ses symptômes, il n'avait pas d'instabilité. Il n'y a pas eu de luxation de l'épaule. We need to wait for his physical examination to see if he has a stiff shoulder. On doit attendre donc l'examen clinique avant de savoir si son épaule est raide. And when I have a video coming up of his physical examination, so I'll show you the rest of that in a minute. Et vous allez voir donc son examen physique juste après dans une vidéo. He describes his symptoms as being worse in abduction, with occasional night pain, and it has not been improving despite 1 year of treatment with physiotherapy. Et il décrit donc des douleurs surtout dans le mouvement d'abduction. Il a parfois des douleurs la nuit et surtout, il ne s'est pas amélioré depuis 1 an malgré la kiné. And he's not able to do any of his usual activities, including swimming. He also does stand-up paddleboarding. Do you know what stand-up paddleboarding is? Yeah. Everyone in New Zealand does stand-up paddleboarding. Et donc aussi, il ne peut plus faire toutes les activités qu'il faisait avant. Et il faisait donc en particulier de la natation et du paddle. Et a priori, en Nouvelle-Zélande, tout le monde fait du paddle. Donc, c'est un sport populaire. So now I'll play a video of his physical examination. Donc là, vous allez voir la vidéo du coup de son examen clinique. And what I'd like you to take note of is particularly the passive range of motion. Donc, ce qu'elle voudrait que vous regardiez en particulier, c'est ses amplitudes passives. So we need to see if he has a stiff shoulder to be able to exclude that category. De façon à savoir si son épaule est raide pour exclure cette catégorie. We already know he has no history of instability. On sait déjà qu'il n'y a pas d'antécédent d'instabilité. And then we need to see, does he have pain or weakness with his resisted rotator cuff tests to help us make a diagnosis of a rotator cuff pain condition. Et on va voir s'il y a des douleurs ou une faiblesse lors des tests de mouvement résisté de la coiffe des rotateurs. So the first thing I'm doing here is observing for atrophy in the rotator cuff region. Donc, première chose qu'elle fait, c'est regarder s'il y a une atrophie au niveau de la région de la coiffe des rotateurs. Now we will, sorry. Back. The next test I do is for the passive range of motion to see if he has actively any loss of external rotation. Donc, l'autre test qu'elle fait, c'est donc des amplitudes passives et elle lui demande là un mouvement actif de rotation externe. After, I will further test his passive range of motion in a minute when he is sitting. Et elle va ensuite tester les amplitudes passives juste après quand il sera assis. And we saw him do active elevation as well, and he did appear to have full active elevation in that position. Et donc, on l'a vu faire une antépulsion, enfin une élévation complète au niveau de l'épaule. Start this from the beginning. There we are. Now we have active abduction, and he tells me he has a painful arc in abduction. Et donc, on voit que sur l'abduction active, il lui dit en tout cas qu'il a un arc douloureux lors du mouvement. Now I'm assessing his range of motion of internal rotation using hand behind back. Là, elle évalue sa rotation interne avec le mouvement de main dans le dos. And I generally do my test actively standing first and then confirm my passive range of motion in sitting, which is what I'm about to do now.
Et habituellement, elle fait l'examen d'abord en demandant les mouvements actifs debout et ensuite elle complète l'examen par les mouvements passifs assis, comme ce qu'elle va faire là. So now I'm assessing passive external rotation and comparing it with the other side. Donc là, elle évalue la rotation externe passive. And he had full passive external rotation, which helps me to exclude a stiff shoulder. Et donc, il a une rotation externe passive complète qui lui permet d'exclure le cas d'une épaule raide. I'm also assessing external rotation at 90 degrees of abduction. Donc, elle évalue également la rotation externe à 90 degrés d'abduction. And this also helps me assess if there is stiffness in the shoulder. Et ça lui permet aussi d'évaluer s'il y a une raideur de l'épaule. And there is no pain in that position. Et là, dans cette position, il n'y avait pas de douleur. Now I'm testing pain and weakness with resisted rotator cuff tests. Donc là, elle évalue la douleur et la faiblesse musculaire lors des tests de la coiffe des rotateurs. And he tells me he has pain and I can detect weakness with resisted abduction and external rotation. Donc là, il lui dit qu'il a mal et elle perçoit aussi une faiblesse lors du mouvement résisté d'adduction et de rotation externe. Now, I'm not going to show you the AC joint tests because you will see those in the next video. Et là, elle ne va pas vous montrer les tests de l'acromioclaviculaire parce que vous les verrez ensuite dans d'autres vidéos. To summarize his findings, if we look back to our classification from the earlier slide. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a trouvé là, en utilisant la classification que vous avez vue tout à l'heure. He has no history of instability, full passive range of motion of his shoulder, and he has painful weakness with resisted rotator cuff tests. Donc, il n'y a pas d'antécédent d'instabilité. Il a des mouvements passifs complets de l'épaule et on a des douleurs et une faiblesse musculaire au test de la coiffe des rotateurs. So that helps us decide he has rotator cuff related pain. Donc, ça nous permet de voir que ces douleurs sont des douleurs liées à la coiffe des rotateurs. But what it doesn't tell us is what is causing that pain. Is it a tear in his tendon, or is it calcific tendinosis, or is it just a bursitis? Mais ça ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qui cause cette douleur. Est-ce que c'est une déchirure tendineuse? Est-ce que c'est une tendinose calcifiante? Ou est-ce que c'est une bursite? So, if we think back to the previous slide where we had the groups of traumatic conditions and non-traumatic conditions, this man would fall in, oh sorry, go on. No, sorry, you can go on. Sorry. This man has traumatic rotator cuff related pain. Donc, si on revient à la diapo où on voyait les différenciations entre causes traumatiques et non traumatiques des douleurs, là, dans ce cas-là, on a des douleurs qui ont une cause traumatique. And some of the causes of traumatic rotator cuff pain do need to be referred to the surgeon. Et dans certains cas donc de douleurs traumatiques de la coiffe des rotateurs, il est nécessaire de référer la personne vers un chirurgien. Our clinical tests are not accurate enough to tell us whether there is a tear of the rotator cuff or whether it's simply bursitis or calcium. Les tests cliniques que l'on a, en fait, ne sont pas suffisamment précis pour nous dire si c'est une déchirure tendineuse ou si c'est une calcification ou une bursite. So to differentiate between those conditions, we need to refer the patient for imaging. Donc, pour faire la différence entre ces différentes pathologies, il est nécessaire de faire passer une imagerie à la personne. Okay. So, moving on. So this man was referred for an X-ray and an ultrasound scan of his shoulder. Donc là, elle a envoyé faire une radio et une échographie de son épaule. And in New Zealand, physiotherapists are able to refer for these investigations.
Et en Nouvelle-Zélande, les kinés sont habilités à prescrire ce genre d'examen. If you work in a country where you cannot request imaging, si vous travaillez dans un pays dans lequel vous ne pouvez pas demander une imagerie, then you will need to use your medical networks to recommend to the patient's doctor that imaging may be necessary to differentiate these conditions. Dans ces cas-là, vous aurez besoin d'utiliser votre réseau médical pour indiquer aux médecins que ce patient nécessite une imagerie pour faire la différence entre différentes pathologies. So the results of the ultrasound scan showed that this man had a medium-sized supraspinatus tear. Donc l'échographie a montré pour cet homme donc, une déchirure de taille moyenne du supraépineux. The size of the tear was 16 millimeters by 18 millimeters. Et la taille de la déchirure était de 16 mm par 18. And that leaves us with a decision to make about, do we need to refer this patient for orthopedic review? Et là, c'est à nous de prendre la décision. Est-ce qu'on réfère ce patient vers un chirurgien orthopédique ou pas? And this is an area that I talk about a lot in the e-learning module. Et ça, c'est un domaine, un sujet dont elle parle beaucoup dans son e-learning. There's been a lot of research in this area lately. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus dernièrement. And the research and the surgeons that we work with here in New Zealand all say that if there is an acute tear, et la recherche et les chirurgiens avec qui elle travaille ici en Nouvelle-Zélande disent que si la déchirure est aiguë, that is caused by trauma, et qu'elle est causée par un traumatisme, in a relatively young patient, and 60 years is considered quite young for a rotator cuff tear. Chez un patient relativement jeune, et 60 ans, c'est considéré comme relativement jeune dans le cas d'une déchirure de l'épaule. And if the patient has already had a lot of physiotherapy treatment without success, et si le patient a déjà fait beaucoup de rééducation et qu'il n'y a pas eu d'amélioration, then they will often do a surgical repair of that rotator cuff. Dans ces cas-là, ils vont souvent proposer une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs. The risk if they don't repair this tendon Le risque s'ils ne réparent pas le tendon, is that this tear may continue to increase in size over the next few years. Donc le risque, c'est que la déchirure augmente en taille dans les années à venir. And may get to the point where it is not repairable. Pour aller jusqu'au point où la déchirure ne sera plus réparable. And so this man was referred to the surgeon. Donc là, cet homme a été envoyé donc vers un chirurgien. The surgeon gave him the option of surgery or more physiotherapy treatment. Donc le chirurgien lui a donné l'option entre la chirurgie ou d'autres séances de kiné. And he decided to go forward for surgery. Et le patient a décidé de se faire opérer. And I saw him for his post-surgical rehabilitation. Donc elle l'a vu en post-opératoire pour sa rééducation. And he did very well. Et il s'est bien amélioré. And after about 6 to 8 months of rehabilitation, he was able to return to swimming and stand-up paddleboarding with very little pain. Et après 6 à 8 mois de rééducation, il était à nouveau capable de nager et de faire du paddle avec pas ou très peu de douleur. And this is a photograph of where he lives in New Zealand. This is not him on his paddleboard, but this is very close to his home. Et ça, c'est une photo de là où il habite. C'est pas lui sur le paddle, mais c'est très proche de sa maison.
So hopefully if we can get rid of COVID, you can all come and visit. Donc, si on s'en sort avec le Covid, elle espère que vous pourrez tous venir visiter la Nouvelle-Zélande. Okay. So the key points from this presentation on the rotator cuff. Donc, les points clés sur cette présentation par rapport à la coiffe des rotateurs. Oh, sorry. First, to exclude an unstable shoulder and a stiff shoulder. Donc, premièrement, exclure une épaule instable et une raideur d'épaule. If they have pain and weakness with resisted rotator cuff tests. S'il y a douleur et faiblesse lors des mouvements résistés, lors des tests résistés de la coiffe des rotateurs, then it's very likely they have a rotator cuff related condition. dans ces cas-là, il est très probable qu'ils aient une douleur d'épaule liée à la coiffe des rotateurs. We then have to decide whether we need to differentiate between those rotator cuff conditions to help us guide our treatment of that patient. Et ensuite, on doit décider est-ce qu'on essaye de différencier la cause des douleurs liées à la coiffe des rotateurs de façon à avoir un traitement plus spécifique. And if the patient has a traumatic acute rotator cuff tear, it is possible they may need to have surgery to repair that tendon tear. Et si le patient a une déchirure aiguë et traumatique de la coiffe des rotateurs, il est possible que le patient soit référé pour une opération. In the e-learning, there is one module that is dedicated to the rotator cuff where I cover all of those points in much more detail. Et donc, dans le e-learning, il y a un module qui est entièrement dédié à la coiffe des rotateurs et dans lequel elle va beaucoup plus en détail sur ce sujet. So that's the end of the rotator cuff presentation. And I think we now will have 2 questions before we move on to the AC joint presentation. Donc là, c'est la fin de la présentation sur la coiffe des rotateurs. Donc, on a le temps pour 2 questions avant de passer au point sur l'acromioclaviculaire. Est-ce que oui, vous avez des questions à poser à Angela sur la coiffe? Allez-y, exprimez-vous. Pour Angela, c'est quoi une déchirure aiguë? Demande Brice. Et tu pourrais presque lui demander comment être sûr aussi que la déchirure n'était pas là avant le trauma. So the question is, for you, what's the definition of an acute tear and how to make sure that the tear was not present before the trauma? Yeah, that's a very good question. There are some imaging signs of tear acuity or an acute tear, and there are some imaging signs where you might suspect degenerative changes in the tendon. Donc en fait, à l'imagerie, il y a des signes qui permettent de savoir si la déchirure est aiguë ou si au contraire, elle est plutôt de nature dégénérative. And I do cover that in the e-learning module. There is an article that goes through all of those differences specifically. Et ça, c'est quelque chose qu'elle aborde vraiment en détail dans le e-learning, en partant en particulier d'un article qui montre vraiment tous les détails des signes à l'imagerie qui permettent de faire la différence. Yes. On va prendre une deuxième question. Et bon, il y en a pas mal qui sont arrivés, bien entendu. Je vais prendre la question d'Aurore. Est-ce qu'elle utilise des tests pour la bursite et identifier la présence d'une bursite, Nolwenn? Et après, on pourra enchaîner sur la présentation sur l'acromio. So do you have specific tests to diagnose bursitis? That's a very good question. No, is the answer. The clinical tests for rotator cuff related pathologies, including bursitis, are they have very poor accuracy. Donc la réponse est non. En fait, les tests cliniques pour identifier en fait des douleurs de coiffe ou des bursites en fait ont un niveau de précision très faible. With our clinical tests, we cannot differentiate between bursitis, calcium, tendon tears or the small tendon tears, and tendinosis.
Donc, en fait, les tests cliniques qu'on a ne nous permettent pas du tout de faire la différence entre une déchirure, une bursite, une tendinose et une calcification. And that is why the classification that I use for the shoulder conditions is structured in such a way that you first have to exclude the unstable and stiff shoulder. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, elle utilise cette classification dans le diagnostic de l'épaule, où vous allez d'abord exclure une épaule instable ou une épaule raide. Which makes it more likely that they will have a rotator cuff or AC joint condition, and then use the resisted rotator cuff tests for pain provocation to see if the pain is more likely coming from that subacromial region. De façon à ce que, voilà, si vous avez exclu douleur, enfin, épaule instable et épaule raide, il est beaucoup plus probable d'avoir des douleurs liées à la coiffe des rotateurs ou à l'acromioclaviculaire. Et dans les tests que vous allez faire des mouvements résistés de la coiffe, on va chercher une douleur ou une faiblesse musculaire. There are some clinical tests that can help you identify if the patient has a very large or complete rupture of the rotator cuff. Il y a certains tests qui vous permettent d'être plus sûr de savoir si le patient a vraiment une déchirure très large, voire complète de la coiffe des rotateurs. But for the small pathologies or small tears, the clinical tests don't perform well. Mais pour les déchirures plus petites, en fait, là, les tests cliniques ne vont pas être très bons. If you need to differentiate between those pathologies, if it will change your treatment, then you will need imaging and X-ray or ultrasound scan to help you to differentiate between them. Et donc, si vous avez besoin de faire la différence entre ces différentes pathologies, parce que ça aura un impact sur le traitement que vous allez proposer aux patients, dans ces cas-là, vous allez avoir besoin d'une imagerie pour préciser le diagnostic. Parfait. Thank you so much, Angela. We can move on to the AC joint presentation. Merci à tous pour vos questions. On va enchaîner sur la deuxième partie de la présentation ce soir avec un autre cas clinique sur l'acromio. Je sais que vous avez eu beaucoup de questions, je suis désolé. On va les prendre à la fin du webinaire, juste pour que voilà, la présentation déroule quand même. On va essayer de répondre à toutes vos questions à la fin, même s'il y en a beaucoup. Vous êtes quasiment 1000 de connectés, donc vous imaginez, il y a quand même pas mal de questions. Promis, on en prendra plus à la fin. Merci à tous et bonne continuation. So I'll share my screen again. Okay, can you see the screen there now? Yep, all good. Right. So, same classification that we saw in the last presentation. Donc, on reprend la même classification que tout à l'heure. This time we have excluded the unstable shoulder and the stiff shoulder, and now the patient does not have pain and weakness with resisted rotator cuff tests. Donc, cette fois-ci, on a exclu l'épaule instable, on a exclu une épaule raide, et dans cette situation-là, le patient n'a pas de douleur ni de faiblesse au test de la coiffe des rotateurs. So now we may suspect that if all the other clinical signs and symptoms fit, that the person may have pain coming from their AC joint. Et donc, cette fois-ci, du coup, on peut supposer que si l'ensemble des signes cliniques et des symptômes correspondent, la personne peut probablement avoir des douleurs liées à l'articulation acromioclaviculaire. So, the key clinical tests for identifying a patient with AC joint pain are donc, les tests diagnostiques clés pour identifier des douleurs liées à l'articulation acromioclaviculaire. No history of instability, full passive range of motion, and no significant pain or weakness with their resisted rotator cuff tests. Donc, les tests clés sont donc le fait d'avoir pas d'antécédent d'instabilité de l'épaule, des mouvements passifs complets et pas de douleur au test de la coiffe des rotateurs. If they have all three of these things, the diagnosis of AC joint pain based on our clinical tests is then down to a combination of other factors.
Et donc ensuite, si ces 3 éléments sont présents, le diagnostic de douleur liée à l'articulation acromioclaviculaire va se faire grâce à une combinaison de facteurs lors de l'examen clinique. There is no one test that will tell you that the patient has pain coming from their AC joint. Donc, il n'y a pas un test précis qui va vous permettre de savoir si la personne a des douleurs liées à l'articulation acromioclaviculaire. But having excluded these other conditions, you then need to rely on a combination of other clinical features. Donc, en ayant exclu les 3 éléments précédents, vous allez devoir vous baser sur une combinaison de critères cliniques pour faire votre diagnostic. And those features are pain at end range of movement. Sorry, go on. Okay. Using a combination of AC joint tests and pain on palpation. Et donc, la combinaison de caractéristiques qui va vous amener au diagnostic, c'est donc le fait d'avoir des douleurs en fin d'amplitude, des tests de l'articulation acromioclaviculaire qui sont positifs et une douleur à la palpation. Okay. So, the 2 groups are traumatic AC joint pain and non-traumatic AC joint pain, same as for the rotator cuff. Et donc, de la même façon que pour la coiffe de rotateur, on a deux groupes, donc des douleurs traumatiques et douleurs non traumatiques. Some traumatic causes of pain in the AC joint include a fracture or a tear of the AC joint ligaments. Et donc, des causes possibles de trauma impliquant des douleurs de l'articulation acromioclaviculaire peuvent être une fracture ou une déchirure des ligaments acromioclaviculaires. And some of the non-traumatic causes of AC joint pain are AC joint arthritis and clavicular osteolysis. Et des causes non traumatiques sont donc une arthropathie de l'articulation acromioclaviculaire ou une ostéolyse claviculaire. If the patient reports a history of trauma, then we must be suspicious for these conditions, as some of them may need to be referred for orthopedic evaluation. Donc, si le patient a un antécédent donc, de traumatisme au niveau de l'épaule, il faut vraiment faire attention à la présence éventuelle donc, de ces 2 pathologies, donc de fracture ou de déchirure, parce que dans ces cas-là, le patient peut nécessiter une évaluation par un chirurgien orthopédique. Okay. Slide. All right. So here's a patient who I saw again probably nearly 2 years ago. Donc là encore, elle va vous présenter donc une patiente qu'elle a reçue il y a à peu près 2 ans également. She is a 27-year-old structural engineer from New Caledonia. Donc c'est une femme de 27 ans qui est ingénieure des structures en Nouvelle-Calédonie. And she also had a mountain bike crash 4 weeks ago. Et elle aussi, elle est tombée en VTT. C'était il y a 4 semaines. In Christchurch, we have a mountain bike park, and I'll show you a photo later, but half of my patients come from that mountain bike park. Et donc à Christchurch, ils ont un parc en fait de VTT et elle a beaucoup de patients qui viennent suite à une chute dans cet endroit. Elle va vous montrer une photo un peu après. Okay, so unfortunately, she had quite a bad crash from her mountain bike 4 weeks earlier, and she injured her right shoulder and also had a concussion. Et donc, malheureusement, elle a vraiment fait une mauvaise chute, donc 4 semaines auparavant. Et donc, elle s'est fait mal à l'épaule droite et elle a aussi eu une commotion cérébrale. She tells me that her shoulder did not dislocate, so she has no history of instability. Elle lui a dit qu'il n'y avait pas eu de luxation de l'épaule, donc il n'y a pas d'antécédent d'instabilité. And this is her pain drawing. So her main region of pain is in the superior shoulder region, especially around the AC joint. Et donc ça, c'est son dessin de la douleur, avec une douleur qui vient principalement de la région supérieure de l'épaule et en particulier autour de l'articulation acromioclaviculaire. She had no pain down her arm and no neurological features. Elle n'avait pas du tout de douleur dans le bras ni de signes neurologiques. With pain in this region
I would be wanting to exclude referred pain from the cervical spine, and she had no other features that were suggesting pain from the cervical spine. Et du fait qu'elle ait des douleurs dans cette région-là, supérieure de l'épaule, elle a voulu donc exclure des douleurs qui seraient référées de la région cervicale. Et donc, dans son cas, il n'y avait pas de signe de douleur référée cervicale. So when I further questioned her, she told me that her pain was worse in full elevation of her arm, with her hand behind back, across her body, and when weight bearing. Et donc, quand elle l'a interrogée, elle lui a dit donc que les douleurs étaient pires donc en fin d'élévation, lorsqu'elle mettait la main dans le dos, en adduction, donc en croisant le bras, et lorsqu'elle soulevait des poids. She told me she had no pain below her elbow. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas de douleur sous le coude. And in one of my research papers, we found that one of the strongest predictors of AC joint pain was no pain below the elbow. Et donc, dans un des articles qu'a écrit Angela, ils ont trouvé qu'un des prédicteurs les plus significatifs donc de douleurs liées à l'articulation acromioclaviculaire était le fait de ne pas avoir de douleur en dessous le coude. So this is the physical examination video. I'm just going to turn the sound off for this one. Donc là, elle va vous montrer la vidéo donc, de son examen clinique. Okay, I'll play the video in 1 second, but the first thing to notice is in her right shoulder, she has obvious deformity of her AC joint. Et donc, juste avant la vidéo, elle veut vraiment vous montrer là qu'on voit visuellement une déformation au niveau de l'articulation acromioclaviculaire qui est assez évidente. And when we compare it with the other side, there's certainly a difference. Et donc, on voit vraiment la différence quand on compare avec l'autre côté. Here is the evidence of her crash. She landed on her shoulder and grazed her shoulder also. Et on voit aussi les signes de sa chute avec des cicatrices à les marques derrière son épaule. And you can see the deformity of the AC joint from the posterior aspect. Et on voit aussi en vue postérieure la déformation au niveau de l'articulation. It's a close-up of her graze. Okay, sorry if I just go back slightly. So I'm just testing her active movements first. So in external rotation, there does not appear to be any significant limitation, and I will check that further with passive testing shortly. Donc, elle teste d'abord les mouvements actifs. Et là, on voit qu'en rotation externe, il ne semble pas qu'il y ait de limitation. Et elle va le confirmer ensuite dans son examen passif. Okay. And in active elevation, she tells me this reproduces her pain at end range. En élévation active, là, elle lui dit que ça reproduit sa douleur en fin d'amplitude. And that is quite typical of AC joint problems. The clavicle does maximum rotation at end range, and they will often have pain reproduced in the AC joint in that position. Et donc ça, c'est vraiment typique des douleurs liées à l'articulation acromioclaviculaire parce qu'en fait, la clavicule fait son maximum, sa rotation maximale en fait en fin d'amplitude. Et donc, c'est souvent en fin d'amplitude que les douleurs apparaissent. In active abduction, she has the same end range pain. Donc pareil, pour l'abduction active, douleur en fin d'amplitude. And she's doing now horizontal adduction with her other shoulder. Donc là, on voit l'adduction horizontale du côté contralatéral. And now with the right shoulder. And you can see that is painful and restricted. Et là, à droite, on voit qu'à la fois le mouvement est limité et douloureux. More importantly, she is pointing to the AC joint as the location of her pain. Et de façon importante, donc elle montre aussi l'articulation acromioclaviculaire comme le lieu de sa douleur lorsqu'elle fait ce mouvement. Some of these tests can be painful with other shoulder conditions,
but the location of the pain is the important factor. Donc ça, c'est des tests qui peuvent être aussi douloureux dans le cas d'autres pathologies de l'épaule, mais c'est vraiment la localisation de la douleur qui va être l'élément important pour le diagnostic. Now she's doing internal rotation, and this is also slightly limited but not painful. This is a movement. Oh, sorry. Pour la rotation interne, on voit qu'elle est un petit peu limitée, mais c'est pas douloureux. This movement of extension is not one that I routinely test, but she told me it was provocative of her symptoms. Donc le mouvement d'extension du bras, c'est pas quelque chose que qu'Angela teste de façon courante, mais comme cette patiente lui avait dit que c'était un mouvement douloureux, du coup c'est pour ça qu'elle l'a testé. Now I'm assessing her passive external rotation to help me exclude a stiff shoulder as a cause of her pain. Donc là, elle évalue la rotation externe passive pour exclure une raideur d'épaule qui serait la cause de ses douleurs. And she has full passive external rotation, so I can exclude a stiff shoulder. Et comme elle a une rotation externe passive d'amplitude complète, on peut exclure une raideur d'épaule. I'm now testing external rotation in abduction, and again, she's reporting pain, but not in the location of the AC joint. Donc là, elle teste la rotation externe en abduction qui provoque des douleurs, mais pas à l'endroit de l'articulation acromio-claviculaire. It is certainly not stiff in that position. Et il n'y a pas de raideur non plus dans cette position. Okay, so we're back to the beginning. And next slide. Okay, so here is another patient who has had high force trauma, has pain, deformity, and provocative tests suggestive of AC joint conditions. Donc là, voilà, elle vient de vous présenter une autre patiente qui a du coup un traumatisme significatif au niveau de l'épaule avec des douleurs et des déformations qui vont dans le sens de douleurs liées à l'articulation acromio-claviculaire. Because her mountain bike crash was very high force, enough to cause a concussion, and she had some other injuries, we wanted to exclude a fracture or any other significant injury around that area. So she was referred for imaging. Et du fait qu'en fait, elle ait fait une chute importante, donc un traumatisme de forte intensité au niveau de son épaule qui a causé également une commotion cérébrale et elle avait aussi d'autres douleurs ailleurs. Dans cette situation, c'était important de la référer pour une imagerie de façon à éliminer une fracture ou d'autres blessures importantes au niveau de la clavicule ou de l'épaule. So here is her imaging. The imaging showed that the clavicle was not significantly displaced vertically. Donc, au niveau de la radio, on voit que la clavicule n'est pas, il n'y a pas de déplacement en tout cas significatif dans le plan vertical de la clavicule. But if we look at the axial view of the shoulder, mais si on regarde la vue axiale de l'épaule, we can see there is some posterior displacement of the clavicle compared to the acromion. On peut voir du coup un déplacement postérieur de la clavicule par rapport à l'acromion. The posterior dislocations of the AC joint are very often missed. Et du coup, les luxations postérieures de l'articulation acromio-claviculaire, c'est quelque chose qui passe très souvent à la trappe en fait. In this patient, she did have some visible displacement of the AC joint, but in many patients with the posterior displacement, they don't show any signs of deformity on clinical examination. Donc, pour cette patiente, on a du coup un déplacement postérieur de l'articulation acromio-claviculaire. Mais en fait, dans la plupart des cas, les patients qui vont avoir ce genre de déplacement n'ont pas de déformation au niveau de l'articulation comme cette femme peut en avoir.
Also, the particular views of X-ray that they use for the AC joint are called the Zanker view. So it is a special view that they need to take to see the displacement of the AC joint in more detail. Et donc au niveau de la radio, il y a une incidence en fait particulière qui permet de bien voir l'articulation acromioclaviculaire, et ce qu'on appelle l'incidence de Zanka, qui permet de voir le rapport du coup entre l'acromion et la clavicule. I go through all of the imaging and the grades of instability of the AC joint in more detail in the e-learning. Et donc, elle aborde beaucoup plus en détail tout ce qui concerne du coup l'imagerie et les différents degrés d'instabilité de cette articulation donc dans le e-learning. It's a very interesting topic, and the other population that we see a lot of these injuries in New Zealand is in rugby. Donc, c'est un sujet très intéressant et qui concerne aussi une population importante en Nouvelle-Zélande dans le monde du rugby. Even the All Blacks get AC joint injuries. Même les All Blacks ont des blessures au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. All right. So this patient, we treated her with physiotherapy. Donc pour cette patiente, donc elle a fait de la rééducation en kiné. She wore a sling for 2 weeks. Donc elle a une écharpe pendant 2 semaines. For 6 weeks, we avoided movements to end range and any movements with high load. Donc pendant 6 semaines, elle a dû éviter de faire des mouvements en fin d'amplitude et de porter des charges lourdes. The reason for that is to try and get to minimize the movement of the AC joint, to try and promote some healing around the remaining ligaments. Et donc la raison pour cela, c'est de limiter du coup les mouvements de l'articulation acromioclaviculaire et de favoriser la cicatrisation au niveau des tissus. And after 6 weeks, we then tried to restore normal range of motion and normal strength. Et donc après 6 semaines, c'est là qu'ils ont commencé à essayer de récupérer une amplitude totale et une force complète. Okay. And she also did very well with treatment for her shoulder. Et donc elle s'est bien améliorée avec ce traitement pour son épaule. After 2 months, she was back at work, but she was only able to work part-time because she still had some concussion symptoms. Donc après 2 mois, elle est retournée au travail, mais elle travaillait uniquement à mi-temps parce qu'elle avait encore des symptômes liés à sa commotion cérébrale. Although she still had some movement at her AC joint that you could see during range of motion testing. Et donc même s'il y a toujours des mouvements de l'articulation acromioclaviculaire lorsque vous faites des tests au niveau de l'épaule, des mouvements de l'épaule. She did regain full range of motion and full strength. Elle avait du coup récupéré une amplitude complète et une force complète. And she returned to biking and also to her gym training. Et elle a pu reprendre du coup le vélo et la gym également. And this is a picture of the mountain bike park in Christchurch, and I think you can see why I get so many patients from this park. Et donc voilà la photo justement du circuit VTT qui se trouve à Christchurch. Et donc vous pouvez comprendre avec cette photo pourquoi Angela reçoit beaucoup de patients qui ont fait ce circuit et qui se sont blessés. This is the reason I don't ride my mountain bike at the mountain bike park. Et c'est la raison pour laquelle Angela, elle ne fait pas de VTT sur ce circuit. Okay, so that's the end of the AC joint presentation. The key points from this presentation. Donc les points clés à retenir de cette présentation. Are, oh, my slides are on automatic timer, sorry. So the key points are, let's make that bigger. For AC joint pain, first exclude the unstable shoulder and the stiff shoulder.
Donc, dans le cas de douleurs liées à l'articulation acromio-claviculaire, il faut d'abord éliminer une épaule instable et une raideur d'épaule. Perhaps we can do another webinar on these two groups at some time. Et peut-être qu'on pourrait faire un webinaire exprès sur ces deux groupes-là. And after excluding those two groups, then pain and weakness with rotator cuff tests would suggest a rotator cuff problem. Donc, une fois qu'on a exclu ces deux premiers groupes, si on a des douleurs ou une faiblesse musculaire lors des tests de la coiffe des rotateurs, alors on est plus susceptible d'avoir une douleur d'origine de la coiffe des rotateurs. And if they don't have significant pain or weakness with their rotator cuff tests, and they report pain in the region of the AC joint, pain with end range movements, pain with AC joint tests, and pain on palpation, then it's very likely they have a problem at their AC joint. Et donc, s'il n'y a pas de douleur ni de faiblesse lors des tests de la coiffe des rotateurs et que la personne présente des douleurs localisées au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, avec des douleurs en fin d'amplitude, des douleurs lors des tests de l'articulation et des douleurs à la palpation, alors il est fort probable qu'on se trouve dans le cas d'une douleur liée à cette articulation acromio-claviculaire. That's right. Then you just have to decide whether they are traumatic or non-traumatic, whether you feel imaging is appropriate to differentiate pathologies. Et ensuite, c'est à vous de voir si le problème est traumatique ou non traumatique et s'il y a une nécessité de faire passer des imageries pour éliminer certaines pathologies. And the purpose of that is to identify those patients, especially the patients who need referral for orthopedic review. Et le but de ça, c'est ensuite de pouvoir identifier les patients qui nécessitent d'être référés vers un chirurgien orthopédique. Yeah. So you'll find, I'll just stop sharing my screen now, and the focus of those presentations is very much on the diagnostic aspect, and we didn't talk about treatment a lot in these presentations. I do talk a little bit more about treatment in the e-learning, but the main points here are going back to direct access. Donc là, ce webinaire, c'était surtout orienté sur les notions de diagnostic. On n'a pas beaucoup parlé des aspects de traitement. C'est quelque chose qu'elle développe beaucoup plus dans le e-learning. Là, on était plus en rapport avec l'accès direct et le diagnostic. So the important thing is to be able to identify those patients who are appropriate for physiotherapy treatment and those patients who may need to be referred for orthopedic review. Donc, le point important, c'est de savoir identifier les patients pour qui la kiné va être appropriée et les patients qui vont nécessiter d'être vus par exemple, un chirurgien orthopédique. There's obviously a lot more to this than what I presented in these case studies, but if you are interested in learning more, there is a lot more detail in the e-learning modules. Et donc, évidemment, il y a beaucoup plus de choses que ce dont elle vient parler pendant ce webinaire. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus d'informations, elle donne beaucoup plus de détails dans son e-learning. Excellent. Thank you so much, Angela, for those presentations. I love it. It's very clinical. Donc, je remercie Angela pour ces présentations qui sont très cliniques et je vous remercie d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vais en prendre quelques-unes. J'en ai noté quelques-unes, Nolwenn, si tu veux bien. Claire qui demande, pour exclure une raideur d'épaule, seule l'évaluation de la rotation externe passive suffit ou pas? Okay, so the question is about how to exclude stiff shoulder. Do you only assess the passive external rotation or do you add all the tests? Yeah, that's a very good question. It's a bit with stiff shoulder conditions like a frozen shoulder or arthritis. Donc, dans le cas de pathologie d'épaule, enfin de raideur d'épaule, comme la capsulite ou l'arthrose, external rotation is often the most restricted movement. La rotation externe est souvent le mouvement qui est le plus limité. They will often be restricted in other movements also. Donc, il y aura souvent des limitations dans d'autres mouvements également.
but the restriction in those other movements is more variable. Mais les restrictions dans ces autres mouvements est beaucoup plus variable. So I do test all the other movements as well. Donc, elle évalue aussi les autres mouvements. And that would include glenohumeral abduction, where the scapula is stabilized and abducting the humerus. Donc, en évaluant l'abduction de la gléno-humérale en stabilisant la scapula. I see if they have full elevation. Elle regarde s'il y a une amplitude complète en élévation. And also internal rotation, which I measure by hand behind back, which is not pure internal rotation, but it gives you an idea. Et aussi donc la rotation interne en l'évaluant par le mouvement de main dans le dos, ce qui n'est pas de la rotation pure, mais qui vous permet d'avoir une idée sur le mouvement. I hope that answers the question. Yeah, perfect, Angela. Thank you. Émilie demandait si l'amplitude active et complète, est-il utile de tester en passif? So if you have a full active range of motion, is it necessary to then add a passive range of motion tests? That's a very good point. No. So if they have full active movement, then generally you don't need to test passive. And that's one of the reasons I test active in standing first. Donc effectivement, si vous avez une amplitude complète en actif, c'est pas nécessaire de faire ensuite une évaluation passive. Et c'est la raison pour laquelle elle évalue d'abord le patient debout pour ses mouvements actifs. It's especially true for elevation. If they have full active elevation, then I often don't test passive elevation. Et c'est en particulier vrai pour l'élévation, donc si elle est complète en actif, on n'a pas besoin de la retester en passif. But I will still always test passive external rotation, even if it looks as if they have the full active external rotation. Par contre, pour la rotation externe, elle va toujours le tester en passif, même si elle a l'impression qu'en actif, la personne a une amplitude complète. And the reason is that it can be a very subtle change, and if the patient's elbow comes slightly out from their side, it can make it look like they have more external rotation than if you stabilize their arm. Et donc, elle fait ça, cette évaluation passive, parce que parfois, vous avez des changements qui sont minimes et qui vont être masqués par le fait que la personne écarte un petit peu son coude, et ce qui vous donne l'impression que l'amplitude est complète. Mais quand vous le testez en passif et que vous stabilisez du coup l'humérus, vous allez avoir une évaluation plus précise. Perfect. Thank you, Angela. Vincent demandait, Nolwenn, pour l'acromioclaviculaire, préconisez-vous de strapper et si oui, pendant combien de temps? J'imagine qu'il fait référence à un tape avec du strapal sur l'acromio, tu sais, pour rapprocher les deux insertions. So for the AC joint pain, would you recommend to use tape on the AC joint? Yes, absolutely. Yeah, we commonly use strapping across the AC joint to stabilize it in the early stages, and I didn't mention it on that slide, but while she was in the sling, we were taping the skin as well for as long as her skin would tolerate it. Donc effectivement, elle utilise souvent effectivement du strap au niveau de l'articulation pour la stabiliser. Et là, elle l'a pas mentionné, mais pour la patiente en question, lorsqu'elle avait le bras en écharpe, il y avait également du strap pour favoriser la cicatrisation, et le strap est maintenu aussi longtemps que la peau peut le tolérer. Yes, thank you. Nicolas demandait quel est son point de vue sur le shoulder impingement. Doit-on enterrer ce diagnostic? So what's your take on shoulder impingement? Should we get rid of it, or is there still a debate to have on that topic? I love that topic. What a good question. We could do a whole webinar on impingement. Yeah, absolutely. So, do you need to translate that or no? Okay. Sorry. Donc, elle adore ce sujet. Elle pense qu'on pourrait faire un webinaire entier là-dessus. Donc, elle remercie la question. Yeah. So, impingement is a symptom.
Donc, le conflit, c'est un symptôme. And it can be a symptom of many rotator cuff conditions. Et ça peut être un symptôme de beaucoup de pathologies de la coiffe des rotateurs. It can be a symptom of a rotator cuff tear, bursitis, calcific tendinosis. Ça peut être un symptôme donc de déchirure de la coiffe, de calcification, de bursite. And I'm just going to, sorry, I just want to share that one slide with you again from earlier, just to illustrate the point. Here. Okay, so symptoms, impingement is in the group that I would call a symptom. Donc, on revient sur cette diapo-là pour vous montrer que donc, la notion donc, de conflit, ça appartient au groupe donc, des symptômes dont elle parlait tout à l'heure. So it's not a diagnosis, but it is a symptom of many rotator cuff related conditions. Donc, ce n'est pas un diagnostic, mais c'est un symptôme de beaucoup de pathologies liées à la coiffe des rotateurs. And the question of should we get rid of it? Donc, à la question de savoir est-ce qu'on arrête d'en parler ou pas, I don't think we shouldn't get rid of it entirely. donc ce n'est pas quelque chose qu'on devrait enterrer complètement, Because it is still a valid mechanism for some rotator cuff conditions. parce que ça reste un mécanisme valide dans certaines pathologies de la coiffe. If a patient has a large acromial spur, Donc, si le patient a un acromion agressif, large, then that will cause impingement on the rotator cuff. ça va créer un conflit au niveau de la coiffe. So technically then impingement is a valid description of their problem. Donc, dans ces cas-là, techniquement, la notion de conflit reste une explication valable du problème. But we now know much more about mechanisms of tendon pain. Mais maintenant, on a beaucoup plus de connaissances sur le mécanisme des douleurs tendineuses. And there are many more mechanisms more than simply impingement of the tendons. Et il y a beaucoup plus de mécanismes que simplement le mécanisme de conflit qu'on décrit. So I think we should stop using the term as a diagnosis. Donc, elle pense qu'en fait, on devrait arrêter d'utiliser ce terme-là de conflit comme un terme de diagnostic. But it may still be a valid description of symptoms for some patients. Mais ça peut être une description valable des symptômes pour certains patients. Excellent, thank you. It's very subtle, right? It's very complicated topic. Donc c'est très subtil et très un petit peu compliqué cette notion. On va enchaîner avec une autre question de Mathieu. Si le premier patient de Nolwenn sur la coiffe n'avait pas subi de traumatisme, est-ce qu'elle aurait quand même demandé une imagerie? The question is about the case study on rotator cuff. If that patient didn't have a trauma to his shoulder, if it was an atraumatic pain, would you have referred him for imaging? I may still have referred him for imaging for different reasons. Donc, elle aurait peut-être effectivement elle aurait peut-être quand même demandé une imagerie pour différentes raisons. When there is trauma, that is my reason for imaging, to see if there is an acute tear. Donc, lorsqu'il y a un traumatisme, la raison, c'est effectivement de savoir s'il y a une déchirure aiguë. If there is no trauma, then my reason for imaging would be if he is not improving despite good treatment. Et s'il n'y a pas de traumatisme, la raison pour laquelle elle demanderait une imagerie, c'est dans le cas où il n'y a pas d'amélioration malgré un bon traitement, donc ce qui était le cas de ce patient. And I talk about this more in the e-learning modules, but
the time frame for treatment for a non-traumatic rotator cuff tear is a minimum of 3 to 6 months. Et donc ça, elle aborde plus en détail dans les modules du e-learning, mais globalement, le délai qu'on peut imaginer pour une rééducation dans le cas d'une déchirure de la coiffe, c'est un minimum de 3 à 6 mois. If the patient hasn't improved after 3 to 6 months of good treatment, then I would be, in New Zealand, I can refer for imaging, or if not in New Zealand, then I would refer back to the doctor or refer for orthopedic review. Donc, si le patient ne s'est pas amélioré au bout de 3 à 6 mois de rééducation, dans ces cas-là, donc si elle est en Nouvelle-Zélande, elle peut prescrire directement une imagerie ou autrement, elle renverrait le patient vers son médecin pour d'autres évaluations. I hope that answers the question. Excellent, thank you, Angela. Une question de David. Quelle place pour les problèmes de bourse dans le diagnostic? Quelle est la part, l'implication en fait, de la bourse pour elle dans la symptomatologie au niveau de l'épaule? J'ai pas bien compris la question. Quel est Est-ce que selon elle, la bourse est une source de nociception fréquente au niveau de l'épaule? Et si oui, comment elle l'adresse en pratique? Ah, ok. Au niveau de la prévalence dans les... Ouais, je suppose qu'il voulait dire ça. Ouais. Okay. So the question is about the bursa and maybe the prevalence of the cause of pain coming from the bursa. And how do you address that kind of problem in practice for the treatment? Yeah, that's a good question. Actually, one of my research studies, we looked exactly at the prevalence of pain from the subacromial bursa. Donc, une de ces études s'est intéressée à la prévalence de la douleur provenant de la bourse sous-acromiale. This was in a primary care population. Donc, c'était dans une population de soins courants, de première intention. And using an anesthetic injection, the prevalence was around 34%. Et en utilisant donc une infiltration anesthésiante, ils ont trouvé une prévalence de 34%. And the second part of the question, was the second part of the question, how do I differentiate the bursa from other conditions? No, what is the prevalence and how do you address it in practice? Okay, so how do I treat the bursa? Yeah. In practice, because our tests are very poor for identifying whether it's the bursa or whether it's the rotator cuff and what the pathology might be. Donc en pratique, comme c'est très difficile de par nos tests de différencier si le problème vient de la bourse ou par exemple des tendons de la coiffe. Often, whether it's the bursa or a small non-traumatic cuff tear, the treatment is the same in the early stages. Donc souvent, que ce soit un problème lié à la bourse ou une déchirure non traumatique, une petite déchirure non traumatique de la coiffe, le traitement va être le même au départ. And if they have rotator cuff pain that is not settling with treatment, et donc s'il y a des douleurs de la coiffe des rotateurs qui ne s'améliorent pas avec le traitement, sometimes they may consider doing a corticosteroid injection to help with pain management. Dans ces cas-là, on peut envisager une infiltration de corticostéroïdes pour améliorer les symptômes. So hopefully I've answered that question correctly. Yeah, I think so. Thank you. Joshua a demandé, que pense-t-elle de l'arm squeeze test pour différencier les douleurs d'épaule des radiculopathies, douleurs radiculaires d'origine cervicale? Okay, so what's your take on the arm squeeze test to differentiate between shoulder pain and referred pain in the arm? Sorry, what was the name of the test? Arm squeeze test, you know, when you press on the arm just to see if there is radicular pain. I'm not familiar
with that test. Oh, yeah. I'm learning something from the webinar. Excellent. Then. Well, yeah, it's a test described, to differentiate radicopathy from the C-spine compared to like a true shoulder problem. Okay, Yeah. I must look that one up. Thank you. You know more about that one than I do. No worries. I think if to differentiate radiculopathy from shoulder and arm pain, I'm not familiar with that test, but I would do a cervical spine examination, and if the cervical spine movements reproduce arm pain, I use the Sperling's test, which is a combined extension, rotation, side bend with compression to reproduce arm pain. Sorry, I'll stop. That's okay. Okay, so and that with a neurological examination of the upper limb. So that would be how I would differentiate shoulder from cervical radiculopathy. But I'm interested in the arm squeeze test. Donc Angela, en fait, elle ne connaît pas le arm squeeze test. Donc elle, la façon de faire qu'elle utilise pour faire la différence entre une douleur d'épaule et une radiculopathie référée du rachis cervical, c'est donc de tester le rachis cervical, de voir si les mouvements du rachis cervical déjà engendrent des douleurs dans le bras, et ensuite de faire le test de Sperling, donc en rotation, extension et en ajoutant une pression au niveau de la tête, pour voir si ça déclenche des symptômes neurologiques dans le bras, en combinaison d'un examen neuro aussi des membres supérieurs. Excellent. Il y a Anthony qui demandait dans quelle mesure elle intègre le système nerveux, les facteurs psychologiques dans son diagnostic. Il me semble que dans sa classification, ça arrive après les diagnostics patho-anatomiques, dans sa première slide qu'elle montrait. Mais donc voilà, comment est-ce qu'elle intègre en fait les facteurs psychosociaux et tout ça dans son évaluation? So the question is about how do you include the psychosocial factors in your examination, in the assessment of your patient? Yeah, that's a very good question. So the classification that I've presented tonight is around finding the cause of the pain. Donc la classification qu'elle vous a présentée là, c'était dans l'objectif de trouver la cause de la douleur. There are a whole range of other factors that can influence the experience of that pain. Et il y a plein d'autres facteurs qui vont influencer l'expérience de cette douleur. And that would include the psychosocial factors and other things. Et donc ça inclut des facteurs psychosociaux et d'autres choses. We do know that some of those psychosocial factors are strong predictors of how well the patient with these conditions will do with treatment. Et on sait que certains facteurs psychosociaux sont de très grands prédicteurs de l'évolution du patient dans les pathologies qu'elle vous a présentées. And I do assess those factors in my patients with the use of pre-appointment questionnaires. Et donc, elle évalue tous ces facteurs en fait par des questionnaires que remplissent les patients avant leur premier rendez-vous. And after doing my clinical examination, I can then look at the psychosocial factors and see where the priority lies for treatment. Et ensuite, une fois qu'elle a fait son examen clinique, elle peut regarder donc ces facteurs et voir ensuite où se trouve la priorité pour son patient. For some patients, they may have very significant psychosocial factors that need to be addressed. And for other patients, there may not be so many psychosocial factors. It might be more of the biological factors. Donc, pour certains patients, il peut y avoir donc des facteurs psychosociaux très importants qui nécessitent d'être pris en charge en priorité. Et pour d'autres patients, ces facteurs seront moins importants et ça va être surtout les facteurs biologiques qui vont influencer les symptômes. I also get a lot of information from the patient while I'm talking to them as well. So it's not all from the questionnaires, but asking a lot of questions as well is helpful. Et ensuite, elle discute beaucoup et elle questionne beaucoup son patient lors de l'évaluation pour obtenir d'autres informations. Ce n'est pas uniquement par les questionnaires qu'elle obtient tous ces éléments.
Excellent. Thank you very much, Angela. Another question, and 5 minutes, and we're gonna end this webinar. What do you think? It's a tricky question because you have seen him evaluating shoulder. Donc la question de Wen, c'est qu'est-ce qu'elle pense de l'évaluation MDT et notamment de la proposition de Scott et Arbowi pour évaluer les épaules en mouvement répété de fin d'amplitude. Ok, alors je connais pas le nom là que tu m'as dit, mais Scott Arbowi. Scott Arbowi. Ok. So the question is about what's your opinion on the MDT assessment and the Scott Arbowi. C'est un test, c'est ça? You know the N-range testing, you know, like full extension, repeated extension, etc. We have seen in Poitiers. Do you remember the conference? Yes, yeah, I do. So what's your opinion on this? Okay, so again, important to separate the tests that we do for diagnosis and the techniques that we use for treatment. Donc là, c'est important de faire la différence entre les tests qu'on utilise pour le diagnostic et les techniques qu'on utilise pour le traitement. The tests that I've shown you tonight are about trying to identify where are the symptoms coming from and does the patient have a condition that needs to be referred to an orthopedic surgeon or somewhere else. Donc, ce qu'elle vous a présenté ce soir, c'était dans l'idée de voir d'où venaient les symptômes et est-ce que le patient nécessite d'être référé vers un chirurgien. If you have done all of those tests, the patient has no trauma and you're not concerned that they have a rupture of the rotator cuff or another serious condition. Si vous avez fait tous ces tests, que le patient n'a pas de traumatisme, qu'il n'y a pas de risque d'avoir une déchirure importante de la coiffe ou d'autres pathologies graves, then there are a range of treatments that can be used to help modify those symptoms. Ensuite, il y a vraiment un grand panel de traitements que vous pouvez utiliser pour modifier ces symptômes. And certainly repeated movements. In New Zealand, the Mulligan mobilization with movement techniques, other manual therapy techniques, and there are a range of other treatments that can be used to help modify those symptoms. Et donc, pour le traitement, en fait, effectivement, les techniques MDT ou les techniques Mulligan qui sont très utilisées en Nouvelle-Zélande ou de thérapie manuelle peuvent aider dans la modification des symptômes. And I take a very wide view of treatment, and my criteria are if it makes the patient better, I don't mind what you use. Et là, elle a un point de vue vraiment très ouvert sur les traitements possibles. Et son avis, c'est que si ça aide le patient, peu importe ce que vous utilisez. It's based on assessment, treatment, reassessment, and if the patient's symptoms are better after the treatment, then it's a good treatment. Donc, c'est basé vraiment sur le principe d'évaluation, traitement, réévaluation. Et si, après votre traitement, le patient s'est amélioré, ben, c'est un bon traitement. Excellent. Thank you so much, Angela. We're going to take a last question for today. Quels sont les tests cliniques qu'elle utilise pour diagnostiquer une douleur acromioclaviculaire? What are the clinical tests that you use to diagnose an AC joint pain? Okay, there are a lot of tests for the AC joint. The research tells us that there are 3 tests when used in combination have high specificity for AC joint pain. Donc, il y a beaucoup de tests qui existent sur l'articulation acromioclaviculaire. La recherche nous montre qu'il y a 3 tests que vous pouvez utiliser et qui, lorsque vous les combinez, vont vous donner une bonne spécificité dans le cadre des douleurs d'acromioclaviculaire. Those 3 tests are the cross-body test, so adduction with overpressure. Donc, ces 3 tests, donc c'est le test, le cross-body test, donc en adduction en rajoutant une résistance.
the O'Brien's test, which is resisted upward movement in internal rotation. Donc le test d'O'Brien, qui est donc une élévation résistée en position de rotation interne. And the AC joint resisted extension test. So you put pressure here and the patient attempts to extend against resistance. Et le test d'extension résistée de l'acromioclaviculaire, donc dans cette position où le patient doit pousser en extension. So those three tests, if they are all positive, more than 90% specificity for AC joint pain. Donc, si ces 3 tests sont positifs, vous avez une spécificité de plus de 90% en faveur d'un diagnostic d'une douleur acromioclaviculaire. Excellent. Thank you so much, Angela. Merci à tous, à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je pense qu'on peut remercier chaleureusement Angela. Thank you so much again. Et merci à Nolwenn qui a traduit. J'espère que ça vous a plu. C'était parfait, Nolwenn. Très, très haut niveau, la trad. Bravo. Merci à tous. Donc, demain, je vous envoie le replay pour revoir cette entrevue, ce webinaire. Vous aurez ça par email. Je vous envoie aussi vendredi une surprise en écho à votre dernière question sur les tests de l'acromioclaviculaire. Je vous remercie encore une fois. Très, très belle soirée à tous. Merci de nous faire confiance pour votre formation continue. Merci, Nolwenn. Thank you so much, Angela. Thank you all for your excellent questions and for your interest. Merci à tous pour vos questions et votre intérêt. Salut tout le monde. Thank you. Bye bye et à très bientôt avec nous. Ciao.